Donc, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à la mensuelle de l'innovation. Donc, comme son nom l'indique, la mensuelle a lieu chaque mois. Donc, on est ensemble, 1 heure autour d'un porteur de projets innovants. L'objectif de ces rendez-vous est de vous inspirer et de vous faire découvrir, de nouvelles tendances, de nouveaux outils Ouais. aussi pour créer encore et toujours, de meilleures expériences pour nos visiteurs. Nous accueillons aujourd'hui, Erwan Simon et Lionel Bertounèche de Genial Travel. Ils vont nous présenter des cas concrets d'utilisation de l'IA dans le domaine du tourisme. Nous avons avec nous également, Gilles Roland de MyProvence qui va nous parler de son expérience avec, Genial Travel. Donc on va les écouter pendant 30 minutes et ensuite on prendra le temps pour vos questions. À la fin de la séance, qui est enregistrée, on vous envoie un lien, vers le replay, ainsi que les supports de présentation présentés. N'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux, à communiquer aussi sur ce replay auprès de vos collaborateurs qui n'ont pas pu, se connecter ce matin ou, des partenaires, qui vous pour lesquels il vous paraîtrait intéressant de parler de cette conférence, de ce webinaire. Pour finir, je voulais vous informer de notre prochaine mensuelle, qui aura lieu le 16 janvier à 10 heures. On recevra, la start-up Icario, qui propose aux visiteurs, de survoler des sites en drone, alors qu'ils sont confortablement installés dans des transats. Notez-vous la date, le 16 janvier à 10 heures. Et voilà, j'en ai fini. Lionel, Erwan, Gilles, je vous passe la parole. Merci Diana, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter Génial. Donc, très heureux de pouvoir avoir cette opportunité. Donc, Génial pour Générative IA Lab et Génial Travel, bien entendu, pour comment est-ce que l'IA générative et ChatGPT, on le met en action de manière très concrète dans les entreprises. Au-delà de tout le buzz que vous connaissez et que vous voyez au quotidien dans la presse et sur les réseaux sociaux, en réalité, il y a un vrai potentiel à son utilisation. Et donc, le sujet, c'est quoi faire avec, comment le faire. Et donc, on va se prendre cette trentaine de minutes pour être assez transparent avec vous sur comment nous, au quotidien, on l'utilise avec les acteurs du tourisme et notamment avec Gilles de MyProvence. Donc, pour en parler, donc, on va prendre 2 temps principaux. Le premier, c'est tout simplement revenir sur le fonctionnement de ChatGPT et pourquoi il y a de la valeur derrière ChatGPT et la technologie qui est l'IA générative, hein. Donc, comprendre un peu, démystifier, enlever tout le gras qu'on peut entendre dans la presse, voir les 2 cas d'usage très concrets, Provence Tourisme avec un agenda et un trip planner, un compagnon de voyage pour le CMT Martinique, qui sont 2 exemples parmi d'autres. Ensuite, on essaiera de vous donner finalement des perspectives, puisque finalement, l'IA générative, il n'y a pas une boîte aujourd'hui et demain qui ne l'utiliseront pas. Et donc, au-delà des cas d'usage concrets, le sujet, c'est comment il peut vous aider au quotidien dans vos enjeux. Et donc, essayer de vous ouvrir les perspectives de manière très concrète sur finalement par rapport à vos objectifs, par quelle boule prendre et comment le rendre, on va dire, le plus héroïste ou le plus efficace dans votre quotidien. Donc, en introduction, je me présente Erwan Simon, je suis le fondateur donc, de Génial, créé donc, en début d'année, donc il y a bientôt un an, entrepreneur d'une précédente société cibleur qui travaille également dans la filière tourisme et dans l'animation des territoires. Ouais. C'est bon, vous Ah nous alors, entendez? oui, il y Ouais. a eu, il y a une Ok. coupure micro là. Voilà, donc je me présentais, mais je pense que vous m'avez entendu. Lionel, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Lionel Bertounèche, Genial Travel, ex à Souffrance. Donc, ravi d'être là sur cette heure d'échange autour de l'IA et d'effectivement de voir la façon dont l'IA peut intégrer vos organisations, le quotidien de vos collaborateurs. On s'adresse évidemment aux organisations publiques comme privées. Et l'idée, c'est de montrer le plus précisément possible la valeur de l'IA et la façon dont elle peut améliorer la satisfaction client. Donc voilà, vaste programme sur 1 heure et je vous propose de démarrer. Ouais, je prendrai la parole tout à l'heure.
Allez, c'est parti. Tac. Donc, tout simplement pour vous expliquer pourquoi on peut en parler, on a démarré le sujet IA générative de notre côté en janvier 2023. Donc, c'est pour ça que ça fait bientôt un an. On a créé un lab d'IA générative en avril dernier qui a très vite finalement trouvé des entreprises et des acteurs publics qui ont souhaité prendre le virage parmi les premiers dans des projets d'expérimentation et d'innovation, qui est un peu le sujet dont on parle aujourd'hui. Et donc, l'innovation est en plein cœur de ces acteurs comme le Crédit Agricole, comme Maille-Provence, comme la Martinique, comme Terre du Centre. Comme Everlog au-delà du travel, puisqu'on n'est pas uniquement cantonné au travel, ou showroom privé par exemple. Donc tout un ensemble d'acteurs qui font que on est on a eu la statistique hier, dans les 5% des entreprises qui ont le plus consommé de ChatGPT et de la solution OpenAI dans le monde. Donc en termes de statistiques, un volume, ce qu'on appelle le token, c'est-à-dire les caractères ou un peu le carburant de ce qui est OpenAI, un très très gros volume de consommation dans les différentes solutions et un retour d'expérience pour comprendre finalement qu'est-ce qui marche pas, parce que forcément on apprend en marchant et donc on découvre que il y a des choses qui marchent, il faut expérimenter et donc c'est ça qu'on va parcourir. Donc là, on s'est permis de vous poser à travers un formulaire une première question, c'est si vous l'aviez déjà testé. Donc ce que l'on observe, qui est une tendance forte, hein, c'est le niveau de maturité du sujet de l'IA. Donc très clairement, quand on vous demande votre niveau de maturité sur le sujet, on est plutôt en phase de découverte, noté 1 ou 2 sur une échelle à 5. Personne ne se juge expert, c'est pas plus mal parce que ça va tellement vite qu'il n'y en a probablement pas beaucoup qui le sont. Et donc forcément, un besoin de démystifier qui permet de rentrer dans une logique de ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, il y a des outils. Et bien sûr, il y a des méthodes, mais le plus simple à tester, c'est des outils. Et donc, bien entendu, ChatGPT, vous le voyez là, pour plus de 70% des cas, c'est des gens qui ont déjà testé ChatGPT, plus que DALL-E Midjourney, Claude, qui est la version de Google, ou Bard, Bing pour Microsoft. Donc, il y a énormément d'outils, hein. Il y a des centaines d'outils, il y en a des dizaines qui sortent tous les jours. Mais ça reste quand même ChatGPT le plus utilisé. Et ce qui est intéressant de voir dans cette tendance, c'est que l'usage, il est autant un usage pro qu'un usage perso. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas d'aspect où il faut payer pour pouvoir l'utiliser. Ce qui fait que dans une organisation, ça peut être aussi bien un dirigeant qu'un salarié qui va l'utiliser le premier et qui va pouvoir témoigner. Donc, une capacité à pénétrer une organisation qui est très rapide, parce que finalement, quelqu'un qui va l'utiliser en perso, il va vite comprendre comment ça marche. Et donc la pénétration va être très rapide. Alors, elle est très rapide, c'est pas que dans le concept, elle est très rapide dans les chiffres aussi. Si on compare le délai du premier million d'utilisateurs atteints par ChatGPT, on peut d'ores et déjà, bien que ce soit un usage pro et perso, le comparer à Instagram, à Spotify, à Facebook. Et donc, là où ils étaient sur plusieurs mois, voire des années pour atteindre 1 million d'utilisateurs, dans ChatGPT, on parle de 5 jours. 5 jours pour toucher 1 million d'utilisateurs. Et les 100 premiers millions d'utilisateurs, là où on parlait aussi en mois et années, pour le TikTok qui était en 9 mois, ChatGPT 100 millions d'utilisateurs, c'est 2 mois. Et aujourd'hui, ils sont à 100 millions d'utilisateurs semaine. Donc, c'est-à-dire des utilisateurs récurrents chaque semaine. On est déjà à 100 millions, ils n'ont même pas un an. Donc, ce qui sont des chiffres juste dingues. Et tout simplement, au-delà de ces chiffres, c'est qu'il y a un usage. Et si on peut le résumer, c'est qu'il y a un usage et les gens y trouvent une utilité au quotidien de l'utiliser. Alors, quel est cet usage? Tout simplement, c'est qu'est-ce que l'IA générative? Et en 3 slides, de manière très, très succincte, d'abord, c'est une IA, une intelligence artificielle. Et qu'est-ce que c'est censé faire? Tout simplement, c'est censé être, donc c'est une machine, c'est des capacités d'outils pour faire des tâches qui, normalement, sont faites par l'homme ou par l'intelligence humaine.
Donc, c'est ça l'élément de départ. On parle de conduire une voiture, on parle de faire des prédictions, des choses comme ça. Donc, une IA, globalement, c'est de faire des tâches faites par l'homme. Et l'IA générative, c'est de faire des tâches normalement faites par l'homme, mais pour générer des nouveaux contenus. C'est là où on a vu les IA qui étaient plus complexes avant, plutôt limitées à un univers techno, à aujourd'hui un aspect, on pourrait dire, mass market, parce qu'on a la capacité grâce à ça, et nous tous, en 10 secondes, on peut générer des contenus en lui disant très simplement quoi faire euh, sur tout type de format. Alors, tout type de format, ChatGPT, c'est le format texte qui a démarré en novembre dernier. Il y a des équivalents, en effet, avec Bard, avec Claude, avec Gemini qui arrivent. Donc, la version texte est la version la plus évidente et on en parlera largement parce que dans le secteur du tourisme, il y a tous les enjeux de communication, rédactionnelle, de fiches touristiques, énormément concernés par l'aspect rédactionnel, mais ça va très vite dans ce qui va au-delà du texte. Donc, les images. Donc, vous avez DALL-E, qui appartient aussi à OpenAI. Vous avez Midjourney, Stable Diffusion. Donc, beaucoup d'acteurs qui évoquent l'utilisation, la création d'images. Vous avez la voix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez transformer n'importe quel écrit en voix et inversement. Et donc, vous pouvez discuter pendant 30 minutes, 1 heure, avec une voix, une IA, sur n'importe quel sujet. Donc, si vous êtes en train de visiter une église, que vous voulez poser des questions sur ce lieu et creuser un sujet en particulier pour avoir des anecdotes, des choses insolites, etc., c'est ce sujet de voix qui permet de manière très, très puissante hein, d'adresser toutes les questions sur le sujet. Et la dernière étape, c'est la vidéo, bien entendu, où là, on est dans des choses, je dirais, encore un peu préliminaires par rapport à ce qu'on fait dans une version texte. Mais on est d'ores et déjà dans une trajectoire où la création de vidéos va se faire par l'IA générative. Donc à ce niveau, aujourd'hui, en 2023, on est plutôt en l'état de draft. C'est-à-dire que quand on va réaliser du texte, des images, on est dans des phases itératives où on ne peut pas considérer que ce qu'il va dire, c'est parfait, c'est validé pour ensuite faire des communications. Ça reste un outil. C'est pas l'alpha et l'oméga. Ça demande de la relecture. Donc, c'est un outil vraiment d'amélioration avant même d'un outil de réalisation finale. Donc, je pense que le meilleur moyen, au-delà de cette théorie, c'est de parler vrai, de vous montrer ce qu'on en fait, l'IA générative, entre la création de contenu et la donnée touristique, puisque le cœur de l'IA générative, c'est de comprendre que ChatGPT n'est pas forcément à jour des données, même s'il peut aller chercher des informations sur Internet. La puissance de ce système, c'est de coupler ChatGPT avec vos données. C'est là la recette miracle d'utiliser pour vos entités le meilleur des capacités de générer du contenu avec vos informations. Et c'est un premier cas d'usage qu'on va pouvoir avoir comme témoignage avec Gilles. Gilles, je te laisse prendre la main. Merci, bonjour à tous. Merci à Alsace Destination Tourisme de m'avoir invité. Je me présente, je suis Gilles Roland, je suis responsable digital de Provence Tourisme, l'ADT des Bouches-du-Rhône, sud de la France. Oui, premier cas d'usage, c'est comment on s'est emparé très rapidement chez Provence Tourisme d'une IA. On opère aujourd'hui un site internet qui s'appelle MyProvence, qui est plus un média qu'un site internet d'ailleurs, qui on est organisé en interne avec une véritable rédaction et on génère du contenu autour de 4 piliers éditoriaux qui sont la food, nature, culture, coutume et sport. On a une audience forte qui est régionale et française et on travaille sur un écosystème digital 360. Très rapidement, on était en discussion avec Génial en mai-juin et puis on s'est dit qu'on allait lancer un POC autour d'une promesse sur notre média qui permettait de répondre à la question « Préparez votre week-end avec MyProvence grâce à l'intelligence artificielle ». L'idée était de tester auprès de notre audience, qui a environ 3-4 millions de visiteurs
par an, tester cette nouvelle interface de discussion pour répondre à cette promesse, préparez votre week-end. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a lancé une campagne, non, juste avant, s'il te plaît, merci. On a lancé une campagne de communication sur le digital et sur nos supports digitaux. Voilà, en proposant à notre audience de préparer son week-end en tchatchant avec MyProvence, donc autour de cette nouvelle interface. On a publié donc cette interface le 15 novembre. Voilà. Et là, on est vraiment. Alors là, vous avez des captures d'écran, mais vous pouvez le tester en live. Hein. Vous pouvez aller sur myprovence.fr. Vous aurez une petite publicité qui vont vous permettre d'accéder à ce chatbot conversationnel. Où là, vous allez pouvoir l'interroger sur un périmètre événementiel. Hein. On va pas, le chatbot ne va pas pouvoir vous répondre sur de l'hébergement, sur des activités de loisirs ou sur de la restauration. On est vraiment sur l'événementiel. Et ça va vous aider effectivement à savoir quoi faire pendant le week-end avec votre famille, avec des enfants. Voilà, je peux y amener mes enfants, etc. Où là, on a connecté donc ce chat GPT, cette version de chat GPT, avec notre base de données. On constitue journalièrement avec nos contributeurs, que sont les collectivités territoriales, l'île de Marseille, d'Aix-en-Provence, etc., mais aussi les offices de tourisme. Et donc, on a connecté cet outil à nos bases de données. Faut savoir que, alors pourquoi ce cas d'usage? Parce que l'événementiel sur notre site web est le plus demandé. C'est près de 40% de notre audience qui va chercher de l'événement culturel. On a lancé le 15 novembre, on devait s'arrêter fin décembre. On a pris la décision en interne de poursuivre la collaboration avec Génial jusqu'à mai 2024. Les premiers résultats, donc ça c'est sur les 15 premiers jours les 15 derniers jours de novembre. On a eu 600 conversations, il y a eu 600 échanges, il y a eu 600 utilisateurs qui ont testé la solution. Une conversation, c'est environ 6 messages, 6 échanges, 6 interactions. Faut savoir aussi que c'est un coût hein, pour l'annonceur, donc pour l'utilisateur. Enfin, pas pour l'utilisateur, pour Provence Tourisme. On a un coût par message par conversation qui est de 40 centimes. Erwan parlait tout à l'heure des tokens. En fait, la méthode de rémunération de OpenAI, c'est effectivement à chaque fois qu'on consomme du token, le client paye la consommation de token. Donc en 15 jours, ça nous a coûté à peu près 230 €. Ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à l'émergence de ces outils et par rapport à notre audience, c'est que ça génère sur les 15 premiers jours 14% des recherches d'événements sur MyProvence passent par ce nouvel outil. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, deux éléments complémentaires. On a pu le faire. Pourquoi? On a pu le faire parce que on a en premier lieu une donnée de qualité. On a une donnée qui est journalièrement qualifiée. Donc, on savait où on mettait ce qu'on allait proposer, en fait. D'accord? Ce qu'on allait proposer, ce n'était pas forcément de l'information non qualifiée. Donc, elle est qualifiée. On a un animateur qui travaille avec les offices de tourisme et les collectivités au jour le jour pour qualifier cette donnée. On a pu le faire aussi parce qu'on est dans une structure très agile. Et on a trouvé aussi un partenaire très, très agile puisqu'on a pris la décision, me semble, mi-août et le 15 novembre, on a sorti cet outil. Et puis, parce qu'on est dans une logique de POC, en fait. D'accord. Donc, ça a été très, très facile à mettre en œuvre dès l'instant où on avait un partenaire et de la donnée qualifiée. L'avenir, c'est comme je vous le précisais, on maintient ce dispositif jusqu'au printemps 2023. Je vais y revenir encore sur ce slide. 2024, pardon. Et on travaille à généraliser cet outil sur toute l'offre touristique pour répondre à des questions où je peux dormir, où je peux manger une bonne bouillabaisse en bord de mer avec une vue mer. Voilà. Et l'ambition aussi, c'est qu'on souhaiterait coupler tout l'aspect rédactionnel au-delà de notre base de données. On souhaiterait coupler tous les articles qu'on produit sur notre site. On produit environ 150 articles par an, des brefs, des interviews, voilà. On souhaiterait coupler tout cet actif de données
sur cette IA. Voilà. Et je terminerai par là. 2 avantages significatifs. On a fait tester cette IA par des personnes ne parlant pas le français, par des Anglais, des Grecs, enfin, anglais, grec, allemand, espagnol, italien. La traduction est immédiate, c'est-à-dire vous fournissez des données en français avec une traduction parfaite. C'est ce que nous disent les personnes qui l'ont testé. Ça, c'est le premier point. Donc, tous les efforts de traduction, on n'en a plus besoin, en fait. Clairement, aujourd'hui, c'est éprouvé, c'est testé. La qualité que vous pouvez voir aujourd'hui en français, ben, elle est éprouvée sur d'autres langues. Et la deuxième levier, c'est le fait de pouvoir adresser cet outil-là potentiellement à des personnes non-voyantes. Aujourd'hui, on est tous forcément confrontés à l'accessibilité numérique de nos sites web, avec des contraintes techniques qui sont parfois lourdes en fonction de la manière dont ont été construits vos dispositifs web. Voilà, on a dans l'idée de faire tester cet outil à des personnes malvoyantes. On opère le label Tourisme Handicap et on a les chargés de mission avec qui on travaille, des freelances qui sont non-voyants. Donc voilà, on a dans l'idée de voir pour retranscrire, Erwan le précisait tout à l'heure, pour retranscrire de manière orale le contenu qui est proposé à notre public. Voilà. Donc le champ des possibles est très très large en fait. Voilà, j'en ai fini. Et puis voilà, le dernier slide, c'est qu'on est aussi capable de générer des nuages de mots sur les questions et sur les réponses pour observer ce qui est demandé. Donc là, clairement, du 15 novembre au 30 novembre, c'est Marseille qui ressort. On a fait beaucoup de recherches sur les concerts pour le week-end, du jazz. Et voilà. Donc on est capable aussi d'avoir ce niveau de qualité au-delà des données, voilà, une analyse qualitative et une analyse quantitative. Merci Merci, beaucoup. Gilles. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Du coup, je prends la suite sur le autre destination, autre cas d'usage. On part en Martinique. Un peu de chaleur pour ce mardi matin, où la Martinique, le comité martiniquais du tourisme, donc l'équivalent du CRT pour la région Martinique, a refondu son écosystème digital dans sa globalité. Et on s'est intégré avec leur agence LMWR à Nantes pour intégrer un module IA dans cette refonte complète du site martinique.org. Les enjeux, ça a été de trouver un outil le plus utile possible, évidemment, dans l'arborescence globale du site. Et on s'est dirigé assez vite sur là où l'IA est assez puissant, à savoir la génération d'itinéraires et d'itinéraires dans une logique d'inspiration plutôt haut de funnel, c'est-à-dire qu'on est dans un site d'information. Et ce compagnon de voyage a pour objectif, effectivement, de se servir de ChatGPT dans une première génération d'itinéraires et de coupler la donnée avec la donnée, ici Tourinsoft, mais ça pourrait être affilié n'importe quel SIT, de façon à réconcilier ce que dit ChatGPT, où il peut y avoir des hallucinations, évacuer ces hallucinations pour, grâce à vos bases de données, ici Tourinsoft, afficher des POI qui existent in situ et de n'avoir évidemment que des prestataires d'activités, d'hébergement, de restauration qui existent sur le territoire. Donc, on est dans un compagnon de voyage qui, on le voit ici sur la petite vidéo, permet de choisir son territoire, de déterminer le nombre de jours, les tranches horaires de visite, une date précise d'arrivée, et de critériser ensuite le persona, le fait de voyager en couple, entre amis, en famille, de voyager seul, de critériser des centres d'intérêt, j'aime la gastronomie, la culture, la vie nocturne, des activités nautiques, et également une approche budgétaire pour catégoriser le fait d'avoir un budget illimité pour se faire inspirer, un budget raisonnable. Et derrière, on a un petit temps d'attente, un petit loader qui va réconcilier la donnée de ChatGPT et la donnée d'une fiche SIT. Et là, vous avez le résultat final d'un itinéraire qui propose cartographie, l'ensemble des POI qui sont proposés, des fiches associées à chaque POI, jour 1, jour 2, ça pourrait être 3 jours ou plus, ça c'est véritablement un cadrage avec chaque destination, et un chatbot qui permet ici de personnaliser, d'avoir de l'information complémentaire.
où on fonctionne en mode itération, on pose des questions de façon à avoir de l'information additionnelle. Donc, quelque part, l'IA se matérialise par deux façons. La génération d'itinéraires, où l'IA, quelque part, est un peu en back-office, pas forcément visible, et le bot conversationnel qui, lui, vient renforcer la personnalisation et les échanges dans ce qui est proposé. Donc voilà le cas Martinique et cette trajectoire du cas Martinique nous amène à enrichir évidemment ce travel planner, ce compagnon avec des sujets de mobilité où là, sur le lancement pour un autre partenaire en Martinique, on va avoir un sujet de mobilité qui va être greffé, le fait de pouvoir choisir son mode de mobilité à pied, en voiture, en vélo, générant distance et générant kilomètres avec des parcours différenciés évidemment selon les modes de déplacement. Et à droite, le fait que l'itinéraire puisse avoir une durée de vie plus longue, à savoir une agrégation des itinéraires si l'internaute le souhaite, s'il souhaite partager et rendre public son itinéraire, de façon anonymisée bien sûr, de façon à ce que la destination puisse agréger sur un mur d'itinéraires des itinéraires qu'il pourra ensuite thématiser, critériser par destination, par distance, par durée, pardon. Et ça, cette vision d'itinéraire wall permet de capitaliser et d'avoir une approche beaucoup plus éditoriale des itinéraires qui sont créés. Donc ça, c'est la trajectoire prise sur le Travel Planner avec une sortie premier trimestre sur ces évolutions. Donc voilà le deuxième cas d'usage que l'on souhaitait aborder après celui de Gilles pour la Provence. Et Gilles a évoqué tout à l'heure effectivement une traçabilité assez complète des usages. On a évidemment un volume de données qui remontent et qui servent l'analyse, qui permettent d'avoir une vision assez fine sur le comportement des visiteurs. Alors sur des métriques clés, évidemment, de session, de sauvegarde, de partage, etc., mais également d'une sorte de complétion. Vous avez vu, on est sur un parcours utilisateur, et donc d'avoir comme ça, de savoir et de tracer à chacune des étapes ce que ma famille va rechercher sur telle durée. Et on a comme ça des insights et des enseignements assez forts sur des personas, et on est capable de livrer des données assez granulaires en lien avec ce travel planner, comme avec le chatbot pour MyProvence. Voilà deux exemples assez concrets. On voulait revenir, le temps tourne un peu, je vais accélérer un tout petit peu pour laisser le temps aux questions-réponses sur cette dernière partie. Avant, effectivement, je vais essayer de faire ça en 10 minutes, Diana, si ça te va, avant de passer aux questions-réponses, histoire d'avoir un temps d'échange. Très bien. Ce petit graphique qu'on ne veut pas du tout barbare, mais au contraire explicatif, sur une sorte de potion magique avec 4 grands ingrédients qu'on a matérialisés avec la donnée, le prompt et le langage, la customisation, c'est-à-dire le fait de s'adapter véritablement à chaque projet. Là, c'est du travail de développement de notre côté, évidemment, et le fait de vous accompagner sur le projet. Donc, les 4 ingrédients qui nous amènent à parler dans un premier temps du prompt et ensuite de la donnée propriétaire qui constitue vraiment les clés des projets. Tout d'abord, le prompt, et de façon très synthétique, vous en avez certainement entendu parler, mais on y revient ici avec un rapide focus. Le prompt, c'est tout simplement la façon d'interagir avec les systèmes d'IA générative. Très concrètement, demain, il est très probable que le prompt engineer représente des nouveaux métiers dans les agences, au sein des agences digitales. On a la chance d'avoir de brillants prompt engineers dans l'équipe qui permettent de qualifier énormément les choses et de parler aux IA, quelles qu'elles soient. Donc, on peut l'apparenter à un texte qui sert véritablement de point de départ à ChatGPT ici pour générer une réponse. On peut, en synthèse, dire que la qualité de la réponse des IA génératives, et notamment de ChatGPT, dépend de la qualité du prompt. Le prompt, il faut projeter 4 questions clés à lui formuler, qui sont le qui, le quoi, le pourquoi et le comment, permettant de donner de la matière au rôle que l'on souhaite attribuer, à la tâche, au contexte et au format. Dans l'univers du tourisme qui nous anime,
que ce soit un office de tourisme, un musée, un site d'accueil. On peut endosser ces quatre rôles et répondre à ces quatre questions. Et ici, deux petits cas pratiques que l'on s'est amusé à faire sur le fait de présenter le mémorial de Caen à mon grand-père par Charles de Gaulle. Alors évidemment, on est un peu dans les clichés, mais c'est pour véritablement montrer comment le prompt peut appuyer et répondre très finement à ces cas. Vous voyez, on a la formulation du prompt à gauche et une réponse de Charles de Gaulle en mode textuel ici, mais que l'on pourrait projeter en audio et pousser le curseur assez loin au sein d'un audio guide avec la voix de Charles de Gaulle. C'est évidemment un exemple, mais ça montre la façon dont on est capable de dompter un prompt pour, en sortie, avoir un élément audio complètement adapté à une cible. Et là, on est véritablement dans une rencontre entre des segments et des cibles de clientèle que l'on travaille tous, que l'on essaye de toucher sur les réseaux sociaux. Et il y a cette capacité assez finement, faut-il bien lui parler, de s'adapter à ces publics-là. Idem avec une photo où, en prenant une photo de façon assez classique, on pourrait avoir une réponse de Charles de Gaulle de cette statue. Alors même si la statue a existé après la mort de Charles de Gaulle, c'est pas grave, Charles de Gaulle s'emparerait de la photo, la reconnaîtrait et pourrait avoir une petite définition totalement dédiée. Sur ces personas, évidemment, on projette des enfants, des jeunes, ici au sein de l'Aquarium Nausicaa, avec Dory du monde de Nemo qui servirait d'avatar, entre guillemets, et le fait que Dory soit dans un audio guide ou réponde directement sur un téléphone à une présentation générique de Nausicaa, de façon salle par salle, de façon globale, et en mode prise de photo quel est cet animal Dory, et c'est Dory qui répond sur l'animal qui aura été pris en photo, qui aurait été pris en photo ici. Donc voilà deux cas très pratiques. Et effectivement, la projection pour des musées en mode audio guide paraît assez évident, mais on peut le projeter sur des visites et encore une fois sur un complément de ce que vous faites déjà et qui enrichirait véritablement une expérience afin de parler assez finement à vos cibles. Le deuxième point sur lequel on voulait revenir ici, c'est un point crucial qui vous anime tous, en tout cas beaucoup d'entre vous, qui est la donnée, votre donnée propriétaire, qu'elle soit sur vos SIT, sur vos sites web, au sein de vos documents. C'est l'étape clé et quelque part, l'IA va permettre de pointer du doigt la qualité de vos données. Gilles l'évoquait sur une donnée enrichie quotidiennement, réactualisée, rafraîchie. Et quelque part, l'IA est là pour magnifier, mettre en exergue la très bonne donnée, chaude ou froide, dans vos écosystèmes. C'est une façon de la remettre sur le devant de la scène et de la valoriser énormément. Et ça, il faut en avoir conscience parce qu'après, on parle de branchement, mais si la donnée est de mauvaise qualité, le résultat, il sera médiocre. Il n'y a pas de recette miracle à ce niveau-là. Et c'est là où on peut effectivement intervenir, et on l'a mis en place pour générer du contenu sur des fiches à citer, soit sur la création totale, c'est-à-dire sur des POI qui n'ont pas de contenu, ça peut exister sur certains territoires, c'est rare, mais ça existe. Et en soi, le génie, qui on appelle génie en interne, mais c'est comme un agent ou un GPTs, comme OpenAI l'appelle, on a donné un rôle à ce génie pour, grâce à de simples identifiants et une URL, le génie est en capacité de récolter l'ensemble de l'information sur Internet. Alors, il faut juste le guider sur les sources qu'il va synthétiser, éventuellement traduire, c'est une possibilité. On peut lui donner un site web, on peut lui donner une fiche TripAdvisor, une fiche Google, évidemment. Là, on a généré un petit descriptif sur un gabarit déterminé. On aurait pu lui dire de sortir une note Google, de sortir des photos, de sortir beaucoup plus d'éléments. Mais cette automatisation, on l'a faite pour un client en Martinique sur 300 POI en 3 langues. Et en gros, on mouline, on fait mouliner le génie et on a simplement un screen et une validation, évidemment, et une validation humaine sur la qualité de réponse. Mais à 98%, la qualité en texte français et en traduction était au rendez-vous. Pour 2%, on avait quelques petites hallucinations, enfin des choses
erronée qu'il a fallu évacuer, corriger. Mais en gros, il faut se dire qu'à 98%, le travail était très avancé et automatisé. Donc voilà le genre d'automatisation que l'on est en mesure de mettre en place. Je termine rapidement sur la rencontre du tourisme. On en parle depuis le début, mais c'est plus pour revenir un peu sur les grandes bases. En lien avec le petit questionnaire qu'on vous a envoyé, on a disséminé quelques résultats ça et là. Le fait de montrer effectivement, et vous le dites tous, que l'IA générative, ChatGPT en l'occurrence, qui est vraiment qui a une grosse pénétration depuis un an, et à plus de 70% utile pour votre métier et à peu près sur les mêmes proportions utile pour le secteur d'activité. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de photo. L'idée, c'est de se poser la question comment on y va et comment on se structure pour y aller. Les chiffres clés sont évidemment très avancés aux États-Unis. Je veux dire, c'est assez normal parce que les gros acteurs, les mastodontes des Booking, des TripAdvisor, des Expedia & Co. ont déjà déployé l'IA dans leur écosystème et vu que ce sont des portails très utilisés, on voit que c'est plus de 63% des voyageurs américains qui utilisent déjà l'IA. Ce chiffre, il tourne autour de 11% en France, mais il va évidemment évoluer très rapidement. A contrario, enfin en complément, si je puis dire, l'attente est là. C'est-à-dire que les Français sont prêts et souhaiteraient être aidés par l'IA dans la préparation de leur voyage. Alors, pour évidemment trouver des meilleurs prix, des meilleures expériences, mais on voit que l'enjeu est là, l'attente est là, et ce chiffre, il grimpe à plus de 74% pour la tranche 25-34 ans. Donc là aussi, évidemment, une appétence encore plus forte pour des plus jeunes générations. Et le Zendesk, qui est un gros acteur que vous connaissez certainement, a déjà commencé à chiffrer le ROI dans son écosystème, où l'IA globalement a fait réduire de plus de 35% le volume de tickets traités, une diminution du temps de plus de 40% et des économies, parce qu'à un moment donné, le ROI passe par le volet économie réel constaté et de l'ordre de plus de 1,3 million de dollars. Donc c'est clairement la fin programmée quelque part des chatbots traditionnels plutôt déceptifs, avec des arbres de décision plutôt binaires. Au final, on n'a pas de réelle réponse à des chatbots propulsés par l'IA et surtout propulsés par vos données propriétaires. Et c'est ce qui fera la différence pour l'utilisateur. Les réponses également dans les grandes thématiques que vous portez, vous les avez, moi j'ai simplement rechapeauté dans des grandes thématiques. L'aspect rédactionnel qui est très important, l'aspect iconographie, création de vidéos, également des sujets propres au métier qui vous animent, sur des réponses fréquentes, des FAQ qui reviennent dans les lieux accueillants du public, dans les offices de tourisme. Le sujet de la gestion des flux, de proposition de circuits, etc., le sujet des fichiers cités, et quelque chose de plus transversal sur la productivité et comment l'IA peut vous faire gagner du temps, peut appuyer les RH dans des analyses de CV, des choses comme ça. Donc ça, c'est votre retour, qui est quand même basé sur plus de 35 répondants, donc on va avoir une petite représentativité par rapport à l'audience. Et de notre côté, et c'est là où il y a une grosse convergence, on a identifié, côté Génial Travel, des sujets qui pourraient vous intéresser. Et ici, en jaune, ce qu'on a déjà déployé dans le cadre de clients, pour des clients et qui sont déjà live. En gras, on ne le voit pas très bien, mais des choses qui sont en cours et qui sortiront au premier trimestre. Et évidemment, je veux dire, la longue traîne, et c'est des sujets qui vont s'étoffer au fil du temps, de par les fonctionnalités des outils qui sont mis à disposition, d'autres sujets que vous faites déjà sur la rédaction, sur l'inspiration, sur du planning éditorial, donc beaucoup de rédactionnel. Mais effectivement, à partir du moment où il faut coupler une donnée propriétaire pour que ça soit présenté aux visiteurs, aux clients, notre travail est là effectivement pour accompagner et pour mettre dans le checker les 4 éléments du graphique présenté précédemment. La projection, et je finis rapidement sur ces 3 points, on se pose beaucoup de questions. L'idée, c'est de se dire comment on y va. Et cette dernière slide est vraiment pour discussion et pour ouvrir le sujet, les conversations. On a plutôt l'habitude de fonctionner en 3 temps. C'est des questionnements qu'on peut tous avoir. Un premier sujet sur une immersion, c'est-à-dire qu'on est sur un diagnostic, un audit, et clairement se poser les bonnes questions dans l'organisation, dans vos organisations, pour intégrer l'IA à vos enjeux 2024, que ce soit par métier, par
objectifs stratégiques identifiés, et de se dire avec une grille d'analyse comment l'IA peut être la plus utile à certains endroits. Et ça, c'est un travail d'accompagnement et de diagnostic qui constitue véritablement un point de départ, histoire de se dire l'IA, elle peut vraiment m'être utile sur tel et tel point. Le deuxième volet qu'on a aussi l'habitude de faire, et c'est normal, c'est de se dire, j'ai vu l'IA chez des voisins, chez des concurrents, chez d'autres destinations, et je souhaite moi aussi intégrer un module déjà vu qui me plairait, qui semble vraiment être intéressant pour mon écosystème. Et là, on est dans des choses que l'on peut dupliquer, évidemment dans un périmètre propre à la destination, propre aux données propriétaires, mais ces petites victoires peuvent être facilement envisagées aussi dans des temps courts et sur des budgets, on va dire, raisonnables par rapport à des choses déjà déployées. Le troisième point, c'est évidemment du sur-mesure. Et là, on s'intègre dans des projets, notamment de refonte digitale, dans des process métiers qui sont identifiés, sur le fait de dégager du temps. Effectivement, on l'évoque souvent à des conseillers séjour pour avoir une plus forte valeur ajoutée à certains endroits et de se dire, voilà, je souhaite amener l'IA, soulager mes collaborateurs qui répondent toujours aux mêmes questions et ça n'a pas une réelle plus-value. L'IA pourrait être intéressante ici. Je souhaite l'implémenter et voir comment les choses peuvent se faire dans le cadre d'écosystèmes totalement dédiés. Donc voilà un peu les trois réflexions pour se dire comment on s'y prend, comment on met l'IA en action dans les entreprises et évidemment, à votre écoute, c'était mon dernier point. On est sur une première galaxie de produits et de services, ce n'est que le début. En tout cas, on est à votre écoute pour toutes les questions que vous auriez à poser. Merci beaucoup, c'était super intéressant. N'hésitez pas à demander la parole. On est un petit peu nombreux ce matin, donc levez la main s'il vous plaît si vous souhaitez prendre la parole. Levez la main sur l'ordinateur, pas à la caméra. Vous pouvez également vous exprimer sur le chat. Alors, on a Clémence qui souhaitait s'exprimer. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne suis pas sûre que je vais être la seule dans cette optique-là, mais moi, l'IA, c'est plutôt quelque chose qui m'inquiète, en fait. Parce que pour plusieurs raisons. Alors, en fait, on veut toujours nous faire gagner plus de temps. C'est super, c'est très bien, mais quelque part, on fait de moins en moins fonctionner notre propre intelligence humaine. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le côté humain. Ces dernières années, on nous a toujours dit il faut mettre de plus en plus de côté humain dans le tourisme parce que c'est ça qui est important, c'est ce que les visiteurs recherchent, etc. Puis aujourd'hui, en fait, finalement, c'est une intelligence artificielle qui va nous dire quelle est la meilleure bouillabaisse à manger quoi, en Provence. Alors, je suis désolée, hein, j'interviens peut-être. Voilà, je ne sais pas si je cherche, c'est pas de la provocation, mais c'est vraiment des inquiétudes parce que je me dis on veut toujours gagner plus de temps. On va faire moins travailler, par exemple, dans tout ce qui est communication, le rédactionnel, etc. On se dit, ah bah ok, l'intelligence artificielle, elle va corriger nos fautes, elle va faire du bien meilleur contenu que nous, etc. Finalement, on va lui confier les choses, ça va aller plus vite. Mais nous, où est-ce qu'elle sera vraiment notre réflexion, notre intelligence à nous? Voilà, bref, le côté humain, moi, c'est ça qui me dérange. Il y a un côté humain et éthique dans ta question, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Et aussi, chaque acteur va décider de comment il s'approprie l'IA pour la mettre au service des gens et des équipes. Ce qu'il faut, le constat qu'on peut faire, moi, je n'ai pas une défense, je ne vais pas être un avocat total dans un sens ou dans l'autre. Ce que l'on voit pour autant dans l'ensemble, si on est là aujourd'hui pour parler d'innovation, on parle notamment d'innovation digitale. Je pense que beaucoup d'entre nous ici ont profité de l'évolution du digital et du fait qu'on a utilisé l'email plutôt que l'envoi courrier, le fait qu'on ait créé un site internet plutôt que les gens aient à se déplacer à une mairie, à une OT ou dans une entreprise pour accéder à une information. Donc, l'évolution, elle porte, oui, sur le fait que les gens ont plutôt envie de se faciliter la vie et accéder à l'information. Oui, mais là, Pour autant, détriment, je trouve, du côté humain, en fait. ouais, Autant mais quand on a commencé à écrire des mails au lieu des courriers, etc., il y a toujours l'humain qui est derrière. Là, je trouve que vraiment, on est dans une oui. évolution différente. Je pense que pour le coup, enfin nous, c'est comme ça qu'on le voit. L'IA, elle est vraiment qu'au service des équipes. Elle va quand même dégager du temps à des gens de pouvoir passer plus de temps sur des choses à forte valeur ajoutée.
Parce que quelqu'un qui est là pour répondre à des emails et répondre à des demandes qui sont des FAQ au téléphone, on le voit dans le service client, ce n'est pas forcément des choses à très forte valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il ne faut pas séparer les deux. L'IA ne reste qu'un outil et le client, il doit rester au centre du sujet. Et on le voit chez les très gros acteurs. Au contraire, c'est souvent eux qui traitent le mieux leurs clients. On a beaucoup d'OT qu'on a vu nous où ils ont décidé de désactiver les chatbots parce qu'il y avait trop de questions et qu'il n'y avait pas assez de ressources internes pour traiter les questions des gens. Donc en fait, quelle place est donnée aujourd'hui au traitement et à l'accompagnement des clients? J'ai l'impression quand même des attentes des utilisateurs à un meilleur service client. C'est pour ne prendre que cette problématique-là. Et donc, Pardon, ouais. j'ai pris le côté, effectivement, plutôt ce côté-là. Bien sûr, il y a des choses qui sont bien pour les handicaps, au niveau, j'ai vu le nuage de mots, au niveau des statistiques, etc. Je trouve que l'IA a vraiment sa place dans ce cadre-là. Les traductions, pourquoi pas aussi. Donc, il y a aussi pas mal de choses, mais je trouve que voilà, c'est juste quelque chose où il faut faire attention, à mon avis, à l'utiliser et pas perdre ce côté humain qui est quand même important. Le seul, je suis totalement d'accord avec vous. Pour le coup, l'idée, et moi, je n'aurais pas une conception de dire que la relation humaine doit être amoindrie par rapport à une relation machine, entre guillemets. C'est plus se dire, voilà, il y a cette évolution-là qui arrive. Est-ce qu'on joue avec ou est-ce que il y a plutôt un frein? Moi, je peux vraiment le partager sur les salons qu'on a fait avec ADN Tourisme, donc au Puy du Fou cette année, ou au Salon e-Tourisme de Pau. Il y a clairement un temps qui sera long et il y a une logique de culture à s'approprier ces nouveaux usages. Et clairement, tout le monde ne va pas l'adopter à la même vitesse. Nous, on peut juste témoigner qu'il y a des acteurs qui sont déjà à fond dans cette direction et il y en a d'autres qui iront moins vite. Et donc, il faut essayer de se démystifier le truc et il faut accepter qu'il y aura un temps d'évolution qui va être dans la durée. Laurent Alexandre, un grand médecin, témoignait récemment qui est chirurgien, 40 ans de médecine, et qui expliquait que dorénavant, son infirmière, avec ChatGPT 4, faisait des meilleurs diagnostics de radio que lui. Et donc, il y a clairement l'acceptation de nouveaux usages dans le quotidien, et ça va prendre du temps. Et donc voilà, c'est très bien de le découvrir. Là, on est à ChatGPT 4, et quand on sera à ChatGPT 10, je pense que l'acceptation sera beaucoup plus difficile. Et donc, il y a forcément, c'est pas plus mal d'essayer de comprendre comment il marche au début avant de voir des versions qui seront peut-être différentes dans quelques temps. Ça va pour toi, Clémence? Ok, oui. Il y a Élise Merci. aussi qui souhaitait prendre la parole. Oui, je souhaitais déjà vous remercier. C'était très intéressant avec les cas pratiques. Et justement, je repense à ce qui a été fait en Martinique, donc très inspirant. Est-ce que par contre, il y a eu un feedback sur l'utilisation des itinéraires? Est-ce que c'est plutôt une inspiration pour les visiteurs, ou est-ce que ils vont vraiment utiliser ces itinéraires-là? Première question. Après, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez un office de tourisme qui aurait mis en place des sortes d'écrans tactiles d'intelligence artificielle, d'immenses tablettes dans l'espace accueil d'un office pour remplacer vraiment à ce moment-là le contact humain pour les questions qui viendraient souvent? J'imagine sûrement des gros offices où il y a beaucoup de flux dans les grandes villes. Et la dernière question, c'est auprès d'ADT, si vous avez pensé à faire évoluer l'ISEL dans ce sens-là. L'ISEL ou un autre outil. Voilà. Sur les deux premières questions, là, l'axe de la Martinique est plutôt dans une logique inspirationnelle, en effet. Donc, il y a moins d'enjeux de traçabilité dans le pas à pas. Ok. C'est vraiment, est-ce que je vais en Martinique ou est-ce que je vais en Guadeloupe ou ailleurs dans les Caraïbes, par exemple. Donc l'objectif est plutôt d'être dans l'inspirationnel. Donc, Donc, persuader les touristes à venir chez eux avec voilà, c'est la phase amont du c'est pas choix de la forcément déjà destination. les visiteurs sur place, ça peut être aussi Voilà. en amont du voyage. Ok. Ouais. Outil de choix, mais ça ne veut pas dire qu'avec d'autres fonctionnalités qu'on a, on ne peut pas adresser sur place
et potentiellement d'autres sujets, notamment la réservation. Enfin, mais le sujet Martinique était véritablement plutôt au tunnel en amont en inspiration. Ok. Par contre, dans la continuité, on travaille par exemple avec l'Office de tourisme Fort-de-France sur le pas à pas et le tracé de la consommation au quotidien. Donc là, typiquement, on a le compagnon de voyage dédié à l'accompagnement sur la journée pour qu'il fasse les activités les unes après les autres. Et donc, dans ce cas-là, on y a ajouté, par exemple, la mobilité, comment je me rends du point A au point B, d'accéder au transport des lignes de bus pour m'y rendre. On prépare là justement la récolte de feedback, par exemple, dans le cadre de cette opération-là. Donc, avec cet acteur-là, on est beaucoup plus, donc les objectifs ne sont pas les mêmes, mais dans la traçabilité, et sachant qu'ils sont confrontés, comme vous disiez, à un accueil fort, parce que c'est notamment les croisiéristes, donc 5000 personnes qui peuvent arriver au même moment. Donc, il y a une logique d'affluence et de répartir les gens à des endroits différents sur 2 heures, par exemple. Donc, chaque projet peut avoir des particularités et des besoins, et c'est là où, dans un cadrage, on doit plutôt l'adapter, typiquement pour des marchés de Noël ou des choses comme ça, où forcément, chaque territoire a ses spécificités dans le traitement. Ok. Merci. Concernant l'ISEL, je crois que Fabrice est connecté. Il y a eu une réflexion en comité de pilotage de GRC Alsace sur comment on intègre ces nouveaux outils à notre logique de relation client. Je ne sais pas si Fabrice voulait prendre la parole par rapport à ça. Bonjour, oui, alors j'ai juste un problème de casque, donc j'ai perdu les 5 dernières minutes, donc pardon pour la question, je ne sais pas. La question d'Élise était, est-ce qu'on a envisagé ce type d'outil? Élise, hein, tu me dis si j'interprète mal, mais est-ce qu'on a envisagé ce type d'outil pour la GRC Alsace? Alors, en version simplifiée, ça peut être déjà de se dire, quand on prend le temps de réécrire des accroches, de réécrire des textes de présentation, on a un site, on a des données dans notre base de données LUI, c'est de se dire déjà, pour différents publics, au lieu de réécrire plusieurs fois le commentaire nous-mêmes, de faire appel à l'IA pour ça. Ça peut être une piste. Toujours, je dis bien le mot piste, c'est-à-dire que celui qui veut l'utiliser, celui qui veut rédiger lui-même pourra toujours le faire. Après, d'aller plus loin, on a des mécanismes qui sont en réflexion pour l'année prochaine, effectivement, de se dire comment est-ce que le fait de sélectionner à la main aujourd'hui les coups de cœur qu'on va envoyer par email à chaque visiteur sur le territoire pour des idées de sortie, est-ce qu'on le remplace par quelque chose, un outil qui va aller chercher dans notre base en fonction de la météo, en fonction des thèmes qui intéressent le visiteur, pour aller plus loin, pour lui répondre directement, plutôt que de le sélectionner à la main, c'est une piste. Mais ça, c'est des choses, effectivement, c'est en réflexion pour 2024 chez nous. En comité de pilotage, il a été acté qu'effectivement, il y avait on était en recherche de solutions. Fabrice m'a demandé de chercher des solutions, d'ouvrir ce sujet. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai fait la rencontre de Lionel et Erwan. Donc, moi, je t'invite, Élise, et toutes les personnes qui sont là, qui travaillent en office de tourisme, qui sont impliquées dans la GRC Alsace, d'aller voir le site de la Martinique, non pas pour programmer les prochaines vacances, quoique ça peut nous donner envie de voyager là-bas, mais de tester les fonctionnalités de leurs compagnons de voyage et de le mettre à côté de l'ISEL aujourd'hui, juste pour voir voilà, ce que ça pourrait être. Et en tout cas, et là-dessus, pas hésiter à nous solliciter, parce que la particularité, c'est la vitesse à laquelle on déploie des choses nouvelles. Tous les trimestres, il y a des changements vraiment très conséquents, parce que ça va quand même assez vite, et on a encore des prochaines références qui arrivent qui nous permettent de passer des paliers. Mais typiquement, dans le côté GRC, sur le fait de dire, je parle à l'IA, mais je veux aussi parler à un humain parce que j'ai pas eu ma réponse. Et du coup, seulement de tel horaire à tel horaire dans la journée parce que c'est pas ouvert la nuit, le traitement des langues, le fait de marquer résolu. Voilà, il y a plein d'évolutions qui se préparent, et donc ou la collecte de l'email, par exemple, si la personne veut être contactée. Voilà, c'est plein de choses on est très heureux de pouvoir vous partager s'il y a des besoins. Super. Ça va pour toi, Élise? Oui, merci. Et merci Fabrice pour l'intervention.
On a une question intéressante sur le chat qui est un peu brève. Léa Muller nous demande si au niveau des lois, comment ça se passe au niveau de la loi, que dit la loi? Bah, sur l'IA générative? Bon, sur l'IA générative, il y a un gros sujet de régulation, hein, de réglementation qui est en cours à l'échelle de l'Europe et à l'échelle mondiale même. Il y a un acte qui a été signé, l'IA Act, la semaine dernière justement, via Thierry Breton, sur les usages qui sont faits. Globalement, dans les usages que vous allez avoir, c'est assez peu concerné, c'est-à-dire que ce qui est porté par l'Europe, c'est la protection sur les usages des très très larges modèles, c'est-à-dire ceux qui vont taper dans la capacité de l'analyse émotionnelle, par exemple, c'est-à-dire analyser l'émotion des gens, la reconnaissance biométrique de visage. Donc, on est sur des choses qui sont vraiment la version plus des modèles qui peuvent être travaillés par des très gros acteurs de création de langage, donc c'est moins concerné. Et après, à nos niveaux, plus terre à terre, j'ai envie de dire, il y a les DPA, tout ce qui est gestion de protection des données personnelles, des règles sur la protection des données d'entreprise, donc ce qu'on appelle ChatGPT dans la réglementation SOC 2 sur comment la donnée des entreprises est sécurisée. Donc il y a quand même des règles qui sont d'ores et déjà, qui rentrent dans les cadres, hein. Et typiquement, Gemini de Google n'est pas encore en place en Europe parce qu'il ne respecte pas encore la réglementation européenne qui est plus lourde chez nous qu'aux États-Unis. Donc, à partir du moment où on est dans des usages chez nous, c'est qu'on est bien dans ce qui est aujourd'hui possible de faire. Ok. Euh, Ça va. Ouais. Au Ouais, niveau ok, du je vois. coup de tout ce qui est droit. Ok, c'est- Pardon, j'ai pas entendu. Laetitia, Ah oui. Est-ce que Laetitia, Laetitia passer en voulait mute. prendre la parole? Ouais. Laetitia, on t'entend pas. Oui, Ah, voilà. c'est le temps que ça s'active, mais je crois que Léa voulait parler. J'ai vu son micro se désactiver, enfin s'activer. Oui, Oui, vas-y, je t'en prie. je voulais savoir au niveau des droits d'auteur, du coup, comment ça se passait. Alors, il y a deux niveaux, mais globalement, sur les droits d'auteur, il y a les grands débats autour de ChatGPT qui a fabriqué ces modèles avec des sources extrêmement diversifiées. Donc ça, c'est des grands débats et des grands enjeux mondiaux sur l'utilisation des droits d'auteur dans ces modèles. De plus en plus de sites Internet protègent justement le fait de ne pas avoir le droit d'être scrappé pour alimenter et entraîner des modèles de langage. Donc, moi, je peux que vous encourager. Je considère que ce que vous avez dans votre donnée touristique, vous la mettez souvent publique, forcément. Et par contre, c'est un actif que vous avez. Donc, il faut la protéger et il faut considérer que c'est un actif. Aujourd'hui, ChatGPT fait un système pour que si on le met dedans, il n'est pas réutilisé pour entraîner des modèles. Donc, il s'engage là-dessus. Pour ceux qui ont vraiment un enjeu d'aller au-delà, il est possible de développer des modèles propres, internes, dans un écosystème fermé, s'assurer que voilà, tout est en interne. Il y a une solution française qui s'appelle Mistral AI, qui propose des modèles open source qui peuvent être utilisés pour ensuite mettre avec profit. Nous, on est justement dans la phase d'intégrer Mistral AI comme alternative, puisqu'on est agnostique au langage, hein, peu importe. Donc, sur les droits d'auteur, ces débats mondiaux, moi, j'ai pas forcément. Voilà, c'est des grands débats il y a une jurisprudence qui est encore en cours. Euh, et au niveau de votre côté, moi, je pense que il est plus raisonnable de partir sur OpenAI comme première étape, parce que rentrer sur des larges modèles comme Mistral AI, c'est plus complexe et c'est plus cher. Par contre, in fine, il sera peut-être intéressant pour vous de créer un patrimoine de l'IA dans votre entreprise et de potentiellement avoir vos propres modèles, mais ça demande de passer un certain niveau d'expertise et de coût sur un modèle propriétaire. Ce qui veut dire que si on utilise si on utilise un texte ou une image, finalement, est-ce que les droits d'auteur, ils sont à nous? Est-ce qu'ils sont à l'IA en question? Si on prend l'exemple par exemple, d'un
d'une illustration générée par l'IA Ouais. qu'on souhaiterait Oui. utiliser au niveau du grand public. Excusez-moi, je vais être Ça obligé te de va vous comme laisser. Excusez-moi d'intervenir. Je vais être obligé de vous laisser. J'ai une autre réunion qui s'enchaîne. Je vais laisser Oui. mes coordonnées dans le chat. Si besoin, vous pouvez me contacter. Juste sur cette dernière question, si je peux apporter un petit regard. Oui. Il y a des agences de communication qui utilisent aujourd'hui des IA pour générer des moodboards, générer des campagnes de publicité, etc. Ces agences considèrent, en fait, je ne sais pas si c'est à juste titre ou pas, mais il l'explique comme ça, considèrent que ce sont leur propre création, bien que ces images soient générées par des datas qui sont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils considèrent que le travail qui est prompté, en fait, quand vous travaillez avec une IA, vous promptez, en fait, vous interagissez, d'accord? Il est rare que l'image que vous souhaitez vous soit donnée du premier coup par l'IA. Et donc, il y a toute une relation. Et il y a des agences aujourd'hui qui commercialisent qui considèrent que c'est un actif et il y a un droit d'auteur derrière l'image qu'ils peuvent vous fournir. Voilà. Parce qu'il y a tout un travail de relation avec l'outil qui vous permet d'affiner les réponses. Et donc, à ce titre-là, ils considèrent que c'est leur propriété, c'est ceux qui vous vendent, un droit à l'image. Je m'excuse, je laisse mes coordonnées. En tout cas, ravi d'avoir pu participer à ces échanges. Merci. Merci beaucoup pour votre présence, Monsieur Roland. Au revoir. Merci Gilles. Et je me permettrai juste rapidement d'abonder dans le sens de Gilles, parce que c'est exactement ce qui s'est produit en Chine, où un utilisateur a eu des dommages et intérêts suite à la génération d'une image. Alors, c'est propre à la Chine, difficile de l'étendre au-delà du territoire, mais jurisprudence et des droits d'auteur lui ont été reversés par rapport au prompt. C'est exactement ce que disait Gilles. Donc, il a prompté, il a une image qui a été réutilisée, il a demandé, alors c'est symbolique, hein, c'est de l'ordre de 70 €, il a eu droit à des excuses, 70 € et des frais de justice remboursés. Pour autant, ça acte un peu les choses sur le fait que le prompt a une valeur dans la génération du produit fini, si je puis dire, en l'occurrence ici une image. Donc, il faut s'attendre, je pense, à ce que le prompt, qui est la base, on en parlait tout à l'heure, de la génération de texte, de visuels, de vidéos, ait une valeur à terme, vu que ça constitue la réponse de l'IA, in fine. Donc, voilà, à suivre en tout cas, parce que c'est évidemment en cours. Donc, pour répondre à Léa, dans l'immédiat, c'est pas encore très protégé, mais c'est en discussion, ça va pas tarder à l'être. Oui, tout à fait. C'est un accord politique. Voilà. Aujourd'hui, il y a des enjeux autour de l'IA Act et effectivement, ça doit être voté. Ce n'est pas encore voté, mais l'IA Act est déjà bien engagé au niveau de l'Europe. On se tienne informé, Léa. Merci. Alors, on a dépassé le temps. Je n'en veux pas aux personnes qui souhaiteraient, s'en aller, mais il y avait encore une question. Je prends encore la question de Laetitia qui avait levé la main pour prendre la parole. Eh bien, en fait, c'était exactement ça. Je voulais aborder tout ce qui était loi de la propriété intellectuelle et justement demander si, en tant que rédacteur du prompt, je peux me considérer comme l'auteur et donc propriétaire en fait de l'œuvre qui est générée, que ce soit texte ou image, et vous avez répondu. Donc, c'est parfait. Merci Et je pense beaucoup. que ça se défendra très bien, même dans le droit français ou européen, s'il y a un problème. Absolument. A priori, on se dirige véritablement sur cette propriété du prompteur et de l'auteur du prompt. Tout à fait. Merci. Super. Merci à tous. Je vais clore cette séance. Je vous enverrai les informations concernant Génial, donc les contacts de Erwan, Lionel et Gilles également. N'hésitez pas à poursuivre ces discussions. Je me ferai un plaisir de partager aussi avec vous un peu de documentation en fait sur l'IA. Donc vous aurez de mes nouvelles très rapidement. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis au 16 janvier pour la prochaine mensuelle. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.